bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui. Et merci à Ethereum France qui nous accueille aujourd'hui, qui nous permet de parler un peu de ce qu'on fait chez Starkware et spécifiquement de ce qu'on fait sur Starknet. Je m'appelle Henri Liotto et je suis Dev Advocate chez Starknet. Je vais mettre un réveil pour pas prendre trop de temps avec ma présentation. Tac. Et mon boulot du coup c'est d'expliquer aux gens ce que c'est Starknet et comment ils peuvent construire des trucs cool dessus. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter d'abord, je vais vous expliquer un peu comment ça marche, un roll-up, et ensuite je vais essayer de vous montrer pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui trouvent ça intéressant, et qu'est-ce qu'ils sont en train de construire avec. Si on peut faire un petit tour de table avant, qui ici a déjà écrit un smart contract? Cool. Qui sait ce que c'est un roll-up ou une L2? Grosso modo. Qui a une idée de comment ça marche un ZK roll-up spécifiquement? Eh ben, c'est bien, j'espère que vous apprendrez quand même quelque chose aujourd'hui. Alors, la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que les blockchains, ça marche pas trop aujourd'hui? Quand vous y pensez, Bitcoin, ça a un peu moins de 15 ans, Ethereum, ça a moins de 10 ans, c'est des techniques qui sont super nouvelles et qui pourtant permettent pas du tout de scaler comme Alipay, comme vos réseaux de cartes de crédit, qui sont basés sur des technos vachement plus anciennes en fait. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que cette techno qui est vachement plus récente ne fonctionne pas aussi bien que des technos un peu plus legacy? En fait, le fond du truc, c'est que tout ça est lié en fait au modèle de confiance qu'on utilise dans ces réseaux de paiement. Dans le réseau legacy, quand vous faites une transaction avec votre banque par exemple, quand vous allez envoyer une transaction, il y a une entité qui va vérifier si jamais vous avez assez d'argent et qui va vérifier que la personne de l'autre côté peut recevoir votre argent. Okay, c'est votre banque. Dans une blockchain, ça marche pas tout à fait pareil. C'est-à-dire quand vous allez faire une transaction, il y a l'ensemble des participants du réseau qui vont prendre votre transaction, l'exécuter et vérifier que vous avez assez de sous et que vous pouvez l'envoyer. Et là, en fait, instinctivement, vous avez une première appréhension, une première notion de pourquoi les blockchains ça coûte cher. Parce que dans un cas, il y a une entité, ou deux ou trois, qui font une transaction, qui font une somme de travail, et dans l'autre, vous en avez des milliers, en fait. Et vous avez des tas de gens qui réexécutent le même travail. Et en plus de ça, ces réseaux-là sont intéressants lorsqu'ils sont inclusifs. C'est-à-dire que n'importe qui peut travailler avec son ordinateur, participer dans Ethereum et auditer l'ensemble du réseau. Donc ça veut dire que n'importe quel participant doit pouvoir exécuter l'ensemble des transactions du réseau. Est-ce que vous pensez que sur votre machine, vous pouvez exécuter l'ensemble des transactions que processe Visa dans ses data centers tous les jours? Probablement pas. Ou alors vous avez un très bon ordinateur, mais mais a priori, vous ne pouvez pas. Et donc c'est ça qui limite le réseau. On pourrait augmenter la limite, on pourrait dire on fait plus de transactions sur Ethereum, mais du coup de facto, on exclurait tous les gens avec des petits ordinateurs, jusqu'à petit à petit reconverger vers cet état-là, où il y a juste des gens avec des gros ordinateurs, et tous les autres sont obligés de leur faire confiance. Donc comment est-ce que fonctionnent les ZK Rollup? La question c'est comment est-ce qu'on fait pour scaler Ethereum, pour le passer à l'échelle, tout en gardant ses propriétés qui permettent à tout le monde d'avoir une garantie que ce qu'on lui donne comme information est juste, sans avoir à faire confiance à qui que ce soit, sans avoir à faire confiance dans le fait que votre banque est honnête, ou s'est pas trompée dans les comptes. Alors, je vais vous introduire ici une petite brique que vous allez mettre dans votre tête, au même endroit que là où vous mettez les signatures dans Ethereum, ou les fonctions de hachage, par exemple. Vous savez qu'une fonction de hachage, c'est un instrument mathématique qui vous permet de mettre de la donnée. De l'autre côté, vous avez une empreinte digitale numérique, et vous savez, il y a différentes propriétés. Vous savez qu'à l'intérieur, c'est des maths, vous pouvez voir comment ça fonctionne, mais bon, pour vous en servir dans la blockchain, vous n'avez pas forcément besoin de savoir exactement comment ça fonctionne. Là, vous allez faire la même chose. Une preuve de calcul, ou une preuve Stark, c'est un outil mathématique qui me permet à moi d'exécuter un programme et d'arriver à un output pour ce programme, et de vous donner et de générer l'output et une preuve d'exécution. Je vais vous donner cette preuve d'exécution, je vais vous donner le programme et je vais vous donner l'output. Et vous allez pouvoir utiliser la preuve pour vérifier que j'ai exécuté le programme correctement et que je suis arrivé à l'output que je vous ai donné. C'est ni plus ni moins que ça, en fait. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'en fait, moi, je peux utiliser un très gros ordinateur qui fait un programme très complexe. Et vérifier la preuve, ça va être vachement plus simple pour vous que d'exécuter le programme lui-même. Vous connaissez le programme, mais vous n'avez pas besoin de l'exécuter. Je vais prendre un exemple. Imaginez que je veux faire
un NFT avec de l'art génératif et que sur ma machine, ça prend 100 ans d'exécuter ce truc-là. Qu'est-ce que c'est mon réflexe? Je vais aller l'envoyer je vais faire tourner un ordinateur chez Google, je vais exécuter mon truc d'art génératif là-bas et je vais recevoir le résultat. En fait, j'ai aucune garantie qu'ils ont exécuté mon programme normalement. J'ai juste l'output. Là, dans ce cas-là, en fait, avec cet outil-là, Google va pouvoir exécuter votre programme et vous donner l'output et une preuve que le programme a été exécuté correctement. OK ? Dans un certain sens, c'est un peu comme Proof of Work. Dans Proof of Work, pour ceux qui sont familiers avec ça, vous avez des gens qui exécutent une certaine quantité de travail, vous êtes certain qu'ils ont fait cette quantité de travail, mais vous n'avez pas besoin de refaire la même quantité de travail pour être certain qu'ils sont arrivés à ce résultat-là. Okay ? Il y a une asymétrie entre la personne qui fait le travail et la personne qui le vérifie. Ce que Proof of Work fait à la sécurité d'un réseau comme Bitcoin ou Ethereum, les preuves de calcul comme les ZK Stark permettent de le faire pour l'exécution de smart contracts. Lorsque vous faites tourner un nœud sur Ethereum, vous pouvez vérifier qu'il y a une quantité de travail qui est allée pour sécuriser le réseau, mais vous n'avez pas besoin de réexécuter cette quantité de travail. Dans un réseau avec des ZK Stark, mais par contre sur Ethereum, vous êtes quand même obligé de réexécuter toutes les transactions pour vous assurer que l'état à un instant T est le bon. Dans un réseau ZK Stark, vous n'êtes pas obligé de réexécuter toutes les transactions, vous pouvez juste prendre la preuve et l'état final, et vous êtes certain, vous avez une preuve mathématique que tout a été exécuté correctement. Et ça, du coup, en fait, c'est utilisé, ça peut permettre, parce qu'en fait, l'autre truc qui est cool, c'est que l'histoire de générer une preuve et puis vous pouvez la vérifier, ce programme qui va vérifier la preuve, c'est un programme, et vous pouvez le coder dans un smart contract. Donc sur Ethereum aujourd'hui, il y a un smart contract qui est capable de vérifier des preuves Stark qui sont envoyées par Starknet ou par StarkEx et qui vont prouver qu'il y a eu un ensemble de transactions qui ont été exécutées correctement, selon le programme qui a été défini, mais sans que le réseau Ethereum ait besoin de les réexécuter. À ma connaissance, c'est la seule instance de Ethereum qui comprend ce qui se passe sur un autre réseau sans avoir besoin de faire confiance à un validateur. Parce qu'en fait, quand vous prenez un tas d'autres réseaux qui fonctionnent en dehors d'Ethereum, ils vont régulièrement pousser une update sur Ethereum en disant « Tiens, il s'est passé ça sur le réseau à côté ». Et Ethereum n'a aucun moyen de vérifier que c'est ça, en fait. La seule garantie qu'il a, c'est que les gens qui font ça, s'ils trichent et que quelqu'un arrive à le prouver, ils vont perdre leur stake. Autrement dit, ils sont sécurisés par de la game theory, de la théorie des jeux, pas par des mathématiques. Là, du coup, c'est vraiment sécurisé par des mathématiques. OK ? Jusqu'ici, ça va ? Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est Starknet ? Starknet, c'est une L2 sur Ethereum. C'est un réseau qui vous permet d'écrire des smart contracts, qui vous permet de faire des smart contracts qui sont pas chers. La raison pour laquelle ils sont pas chers, c'est parce que au lieu d'avoir tout un ensemble de participants qui exécutent le smart contract pour s'assurer qu'ils ont tous la même vision du monde, vous avez une entité qui a besoin de l'exécuter, générer la preuve pour cette vision du monde, et tous les autres ont juste besoin de vérifier la preuve pour s'assurer que tout va bien. OK ? Du coup, ça permet de faire de la scalabilité sur plusieurs axes. C'est assez intéressant. En fait, ça permet de faire à l'exécution sur Ethereum ce que Proof of Work permet de faire à la sécurité. C'est-à-dire ça permet de spécialiser certains acteurs dans certaines branches. Il y a des acteurs qui sont spécialisés sur la sécurité du réseau. Là, vous allez avoir des acteurs qui vont se spécialiser sur l'exécution et la puissance de calcul du réseau. Alors, vous avez peut-être entendu parler de Cairo, parce qu'en fait, tout ce dont je vous ai parlé, là, l'instrument mathématique, les Stark, okay, à sa base, c'est une théorie mathématique qui s'exécute sur un substrat un peu particulier. Je ne vais pas rentrer là-dedans, en fait, je ne vais pas trop compliquer ça. Sachez juste qu'il y a un langage de programmation spécifique à Starknet qu'on n'a pas inventé parce qu'on avait envie. Si on avait pu faire Solidity, on aurait fait Solidity, mais pour des raisons d'efficacité et de sécurité, il a fallu qu'on crée un nouveau langage de smart contract qui s'appelle Skyro, qui permet d'écrire des programmes, d'ailleurs en fait qui est un langage general purpose, c'est pas juste un langage de smart contract, c'est un langage de programmation qui vous permet d'exécuter des programmes et de prouver que vous les avez exécutés correctement. OK ? Et du coup, quand vous exécutez un programme Cairo, la preuve d'exécution peut être vérifiée par Ethereum. Ce qui est plutôt cool. Et donc en fait, techniquement, qu'est-ce que c'est Starknet ? Starknet, c'est un réseau comme Ethereum, avec des nœuds qui vont exécuter, qui vont avoir des blocs, okay, qui vont avoir des transactions avec des smart contracts, et le code de ce nœud est écrit en Cairo, en fait.
c'est pas juste un langage de smart contract, le réseau lui-même est écrit en Cairo. Okay, donc c'est comme un OS qui peut exécuter des sous-routines en Cairo, qui sont vos smart contracts en l'occurrence. Et du coup, à chaque fois que Starknet passe d'un bloc 1 à un bloc 100, il peut générer une preuve que tout ça s'est fait selon les règles qui ont été prédéfinies avec tout le monde. Et cette preuve-là, elle est envoyée par Ethereum et elle est vérifiée par Ethereum. Et c'est ça qui permet de scaler vraiment. Okay, alors, du coup, vous avez à peu près la théorie. Maintenant, j'ai essayé de parler de pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont super saucés sur les zk rollups et notamment sur Starknet. Alors le premier, c'est que quand vous avez ce modèle-là, comme j'ai dit, ça permet de spécialiser les acteurs. Donc, vous allez avoir des gens qui vont se spécialiser sur, moi je fais de l'appui, vous allez avoir des gens qui vont qui vont rendre un service au réseau comme les miners pour la sécurité. Et ce service, ça va être, moi je vais exécuter une énorme puissance de calcul. Et vu que cette puissance de calcul-là, elle est exécutée par qu'une seule machine et qu'on n'a pas besoin de leur faire confiance, on sait juste, on a une preuve mathématique, et ils peuvent avoir des méga serveurs pour l'exécuter. Donc, autrement dit, vous pouvez imaginer utiliser dans vos smart contracts le résultat d'un calcul qui a été fait par un supercalculateur, de façon trustless. Ça, si vous avez déjà un peu codé en Solidity, déjà vous vous dites « Ah ouais, putain, stylé !» Parce qu'en fait, Solidity, le VM, c'est pas ultra puissant, on peut pas faire beaucoup de puissance de calcul. Il y a beaucoup de gens qui se chauffent là-dessus et qui sont en train de se dire « Ah, mais d'un coup, on a plus de puissance de calcul, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?» Et du coup, vous avez beaucoup de gens qui travaillent sur du gaming, par exemple, qui vont commencer à faire, plutôt que d'avoir juste des échanges d'assets sur leur jeu, ils vont avoir aussi leur gameplay. En fait, ils vont pouvoir mettre des interactions un peu complexes entre... Je ne vais pas prendre un selfie, je veux voir combien de temps j'ai pris. Un instant, voilà. Ils commencent à mettre du gameplay vraiment intéressant. L'exemple que je prends souvent, c'est Worms 2. Si jamais je vous demande de faire Worms 2, il y en a qui ont joué à Worms ici? Ah, bon, ça va, je suis pas trop vieux. Un peu. Si jamais vous avez joué à Worms 2 et que je vous demande va implémenter Worms 2 dans un smart contract, vous allez me dire ok, je peux faire une marketplace pour les armes, je peux compter les points avec un ERC20. Par contre, la trajectoire du bazooka qui va ensuite tomber sur la map, et puis tous les shrapnels, la trajectoire individuelle de tous les shrapnels et les dégâts qu'ils vont avoir sur la map, il n'y a pas moyen que vous fassiez ça dans un smart contract, ça va vous coûter beaucoup trop cher. Là, vous pouvez imaginer le faire. Toute cette complexité-là, vous pouvez imaginer la mettre dans vos contrats et avoir un gameplay qui est beaucoup plus riche on-chain. Il y a des gens qui font de l'intelligence artificielle sur Starknet. Vu qu'ils ont de la puissance de calcul, ils peuvent se permettre d'entraîner des réseaux de neurones et d'avoir du coup derrière des réseaux qui s'exécutent selon un set de paramètres qui est fixé pour tout le monde, et vous avez la garantie que lorsque vous passez un input dans le réseau, il est exécuté de la même façon pour tout le monde. C'est assez puissant. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais il y a plein de gens qui s'en servent aussi pour faire de l'art génératif. En fait, vous pouvez faire plein de trucs intéressants pour faire de l'art génératif et avoir ça qui est directement embed dans votre NFT plutôt que de devoir mettre un lien vers un truc externe. Vous avez aussi des gens qui travaillent sur faire des simulations de monde, en fait. Il y a des types qui sont en train qui ont réimplémenté le problème à 3 corps, okay, et qui permettent d'avoir du coup une équation d'un système complexe, chaotique. J'en parlerai plus à ceux qui s'intéressent après. Okay, donc, on peut faire plein de calculs, il y a des gens qui sont super excités à cause de ça. Le deuxième truc pour lequel les gens sont super excités sur Starknet, c'est ce qu'on appelle le count abstraction. Ça, c'est un petit peu plus bizarre à expliquer, et c'est pas une exclusivité des zk rollups. Ça, c'est un truc dont on bénéficie parce que notre réseau est plus jeune et qu'on se tient sur les épaules de géants comme Bitcoin et Ethereum et qu'on voit ce qui a marché et ce que les développeurs, en rétrospective, auraient aimé implémenter dès le début. Le concept de le count abstraction, c'est que la façon dont vous vous authentifiez sur Ethereum, c'est avec une clé privée et une clé publique. Et tous vos actifs sont détenus par cette clé publique. Vous vous authentifiez auprès du réseau et auprès des smart contracts dans le réseau de la même façon. Dans Starknet, on a abstrait la notion qui vous permet de vous authentifier auprès des smart contracts en disant les gens, en fait, vont s'authentifier du réseau via un smart contract. Donc, plutôt que d'avoir une clé publique qui vous authentifie, vous allez avoir un smart contract qui vous authentifie. Vous allez vous authentifier auprès de votre smart contract, et ensuite, ce smart contract-là, il interagit avec le monde dans Starknet. S'il y en a qui ont déjà utilisé Argent, c'est la même idée. Okay, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des smart wallets. Mais nativement dans Starknet, tous les comptes sont des smart contract wallets. Et ça marche bien parce que vu que la puissance de calcul n'est pas très chère, vous pouvez vous permettre de faire ce genre de truc, et c'est pas très cher
d'interagir avec un smart contract wallet plutôt qu'avec juste une clé publique. Ce qui est super cool avec ça, alors qui construit ça? On a 2 extensions qui fonctionnent. Vous avez Argent X par l'équipe d'Argent et Bravos. Et en fait, ça permet de faire plein de trucs hyper intéressants. Comme par exemple, à partir du moment où votre wallet c'est un smart contract, imaginez que vous êtes une app et que vous voulez onboarder plein de gens qui n'ont jamais utilisé Ethereum. C'est quoi le premier truc qui va être super chiant? C'est qu'il va falloir que vous leur fassiez acheter de l'Ether pour qu'ils puissent payer des frais de transaction. Ça va rajouter de la friction et vous allez en perdre un bon paquet. Bah là, en fait, avec ça, vous allez pouvoir vous permettre de juste dire « Attendez, vous gardez vos clés, mais vous prenez pas la tête avec le gaz. Moi, je le paye pour vous. » Donc, vous signez votre transaction. Moi, je la broadcast depuis mon compte à moi. Je paye pour les transactions pour eux. Mais les utilisateurs restent en full custody, en possession complète de leurs actifs. Ça, c'est super cool. On peut imaginer aussi pour du gaming, par exemple, de déléguer sa capacité de signature pendant un temps donné sur certains actifs, ou avec une limite pour les actifs, ou dans un certain contexte pour certains smart contracts. Et du coup, ça facilite le flow, parce que plutôt que d'avoir à signer plein de transactions, vous pouvez faire en sorte de dire, moi, je vais jouer pendant une demi-heure, tac, je donne l'accès à Comet, par exemple, qui va faire plein de transactions pour mon compte pendant un certain temps, et à la fin, tac, c'est révoqué automatiquement. Donc le count abstraction, c'est un truc sur lequel il y a plein de trucs hyper intéressants à imaginer, et il y a plein de gens qui se chauffent là-dessus. Le troisième truc intéressant, c'est le bridge. Le bridge qu'on utilise, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand Ethereum reçoit une preuve d'exécution de Starknet, il y a besoin de faire confiance à personne. Le bridge, il n'est pas sécurisé par de la théorie des jeux, il est sécurisé par des mathématiques. Ça fait qu'en fait, l'information qui passe entre Starknet et Ethereum est intrinsèquement plus safe que ce qui passe par des validateurs. Et en plus de ça, le bridge qu'on a implémenté, c'est pas un bridge pour faire passer des actifs, c'est un bridge sur lequel vous pouvez faire passer de la data. Vous pouvez faire passer des messages de l'un à l'autre. Donc vous pouvez construire votre propre bridge par-dessus. Ça veut dire que vous pouvez décider d'utiliser le bridge de quelqu'un d'autre, ou vous pouvez décider de, par exemple, implémenter un truc où vous allez avoir vos actifs sur la L1 et la gouvernance de votre DAO sur la L2. Autrement dit, tous les trucs qui coûtent super cher sur la L1, faire voter les gens et tout, sur lesquels il y a plein de frictions, vous pouvez dire non, mais faites-le sur la L2, ça coûte pas cher, et tous les trucs qui se passent dessus vont avoir la capacité d'affecter les actifs sur la L1 de façon complètement trustless. Un autre truc qui est super intéressant derrière ça, c'est étendre les capacités de votre application sur la L2. Vous avez un truc qui marche bien sur la L1, et vous pouvez décider de donner plus de fonctionnalités sur la L2. Pas juste répliquer votre système sur la L2, mais juste lui donner plus de capacité. Vous pouvez imaginer avoir un NFT par exemple qui s'échange sur la L1, qui est sur Ethereum, mais dont les métadatas sont générés et gérés par un smart contract sur la L2. Ce genre de truc. Okay, donc le fait d'avoir un bridge qui est versatile et trustless, c'est un outil aussi super intéressant pour les builders. J'ai mis ici Maker et Aave parce qu'il y a ces 2 équipes-là qui sont en train de bosser sur ce sujet-là et qui regardent comment ils peuvent... déjà, par exemple, typiquement Maker, ils n'avaient pas envie d'utiliser un bridge qui était opéré par quelqu'un d'autre qu'eux, ils ont implémenté leur propre bridge pour le DAI. Stylé. Et Aave, ils sont en train de réfléchir à comment est-ce qu'ils peuvent donner accès pour pas cher sur la L2 aux gens, mais avec de la liquidité, c'est qui est sur la L1. Autrement dit, ils vont pas donner, sur la L2, ils vont donner aux gens accès à des pools qui sont sur la L1. C'est pas des pools qui sont sur la L2. Il n'y a pas de fragmentation de liquidité. Vous avez accès directement à la liquidité qui est sur la L1. Le 4e truc que sur lequel les gens s'intéressent, putain, celui-là, il est compliqué. Allez, je vais faire vite fait. Non, en fait, d'ailleurs, je vais pas le présenter, celui-là. Si jamais ça vous intéresse, venez, on en parle. Venez à nos meet-up. Allez jeter un œil sur Internet. Nous, on est super chaud pour parler avec tout le monde. Le 4e truc dont je voulais parler, c'était les storage proof, mais je ne vais pas vous en parler. Et le 5e truc dont je voulais vous parler, c'était le fractal scaling, autrement dit la récursion, la capacité de vérifier un réseau Stark dans un réseau Stark. Et c'est pareil, je ne vais pas vous en parler. Si vous voulez en savoir plus, venez nous voir. Là, on est là. Il y a moi, il y a Lucas qui est là. Et puis, il y a plein de membres de la communauté. Là. Qui a déjà fait du Cairo ici? Ah, voilà. Oui, tout cela, vous pouvez leur poser la question. Ils vont vous dire genre, ouais, c'est un peu chaud Cairo, mais bon, ça vaut le coup. Donc, n'hésitez pas à aller leur poser des questions, c'est cool. Et on fait un meet-up le 20 septembre, pas très loin d'ici. Et ça va être cool. Et ma dernière slide, ça va être « Where do I start ?» Où est-ce que je commence? Si vous êtes un dev, là, je vous ai mis 2 QR codes que vous pouvez flasher. On a des tutoriaux en ligne qui vous permettent d'essayer de vous familiariser avec les bases de Cairo. Le premier qui est en haut,
C'est vraiment un truc, vous n'avez pas besoin d'écrire du smart contract, ça va juste vous permettre de lire comment ça se passe dans un contrat Cairo, qu'est-ce que c'est la syntaxe, et pourquoi c'est différent de Solidity. C'est pas très différent. Et du coup, vous allez voir comment ça marche. Le deuxième en dessous, c'est l'organisation GitHub que nous, on a à Starknet IDEO, avec une palanquée de tutoriaux que vous allez pouvoir utiliser. Il y en a un qui va vous expliquer comment déployer un ERC20, il y en a un qui va vous expliquer comment déployer un ERC721, il y en a un qui va vous expliquer comment construire votre propre bridge, il y en a un qui va vous expliquer comment créer votre propre smart contract wallet, il y en a un autre qui vous donne des best practices sur comment débugger vos contrats. Du coup, choisissez le thème qui vous intéresse, jetez un œil dessus, et puis venez nous voir si vous avez les questions. Et j'y suis, je crois que j'ai fait 20 minutes, je suis content parce que du coup, est-ce que vous avez des questions? Ouais. Bonjour. Du coup, le langage est assez récent, il me semble. Le langage est assez récent, effectivement. On est où au niveau de l'écosystème développeur, des librairies? Alors, au niveau des librairies, c'est une très bonne question. Donc, effectivement, Cairo, je crois que ça date de 2020, 2021, un truc comme ça. Donc, c'est très récent et le langage est encore en train d'évoluer très vite. Il y a plein de normes qui changent, il y a des nouvelles fonctions qui arrivent, la syntaxe vient d'un peu changer, elle va encore changer d'ici décembre. Au niveau de l'écosystème et des librairies, on travaille avec OpenZeppelin. Le RC20, le RC720 que j'ai mentionné, il est écrit par OpenZeppelin. Ils sont en train de bosser sur tous les trucs standards que tu peux utiliser sur Solidity pour faire en sorte que tu puisses les utiliser. Et du coup, il y a un paquet de librairies comme ça qui sont portées par des devs de la communauté. Et puis, il y a aussi un tas de librairies qui ne sont pas vraiment implémentables en Solidity parce que c'est trop cher et que les gens implémentent dans Cairo. Du coup, il y a plein de trucs à creuser, c'est assez marrant. Okay. Donc, tout ce qui est gouvernance, les différents types de tokens d'OpenZeppelin. C'est pas encore, mais tu pourras en retrouver une bonne partie. Et je crois que sur la gouvernance, il y a des gens qui bossent dessus. Puis sinon, fais-le toi, ça sera trop bien. Il y avait une autre question. Quand on dit que Cairo c'est Turing complet, ça veut dire quoi Quand on dit que Cairo est Turing complete, ça veut dire quoi? Je suis pas sûr de pouvoir donner une définition précise de Turing complete là comme ça qui satisfasse tout le monde. Mais grosso modo, c'est un langage de programmation arbitraire. Ça te permet de programmer vraiment ce que tu veux en fait. Grosso modo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est trop bien, j'étais super clair, vous avez tous tout compris. Super, et écoutez, merci beaucoup pour votre attention et au plaisir de parler avec vous un peu plus tard.